Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al-Oula à la une ce dimanche. À Brazzaville et au premier sommet des chefs d'État et du gouvernement de la Commission Climat et du Fonds bleu du bassin du Congo, Sa Majesté le roi Mohamed VI prononce un discours dans lequel le souverain appelle à un éveil des consciences écologiques en Afrique. Retour sur l'un des temps forts du 22e printemps des arts et des livres de Tanger qui a fait la part belle à des invités de marque comme Gérard Lefort, journaliste et écrivain prolifique dont les écrits ont marqué plusieurs générations. La course de la victoire rassemble des femmes venues de partout, une course exclusivement féminine qui fête ses 11 ans avec la même devise, sensibiliser à tout l'intérêt que représente la pratique d'une activité physique régulière. Intense agenda royal au Congo, où Sa Majesté le roi Mohamed VI a pris part au premier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission Climat et du Fonds bleu du bassin du Congo. Un conclave au sommet et une grande mobilisation autour d'une initiative portée lors de la COP22 à Marrakech. Cette commission a été créée sur haute instruction royale lors du sommet de la COP22 dans la cité Ocre en novembre 2016. En marge donc de ce sommet sur le climat. À l'ouverture des travaux de ce sommet à Brazzaville, le souverain a prononcé un discours dans lequel il a souligné que ce projet fédérateur ouvre de belles perspectives pour ce bassin du Congo, pour la région et pour le continent africain. Mohamed Aïtishkar. À son arrivée en début d'après-midi au Centre international des conférences de Kintele à Brazzaville, pour prendre part au premier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission Climat et du Fonds bleu du bassin du Congo, Sa Majesté le roi Mohamed VI a été accueilli par le président de la République du Congo, M. Denis Sassou Nguesso, avant de passer en revue une haie d'honneur de la garde républicaine. Le premier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission Climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo a pour objectif de faire le bilan des activités de la Commission Climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo, en vue de permettre aux chefs d'État d'endosser des outils nécessaires et d'accélérer leur opérationnalisation en lien avec les attentes des États, du secteur privé, des populations et des partenaires techniques et financiers. Le premier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission Climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo a pour objectif de faire le bilan des activités de la Commission Climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo et permettre aux chefs d'État d'endosser les outils nécessaires en vue d'accélérer leur opérationnalisation en lien avec les attentes des États, du secteur privé, des populations et des partenaires techniques et financiers. Cette rencontre de haut niveau vise également la collecte de ressources destinées à financer des programmes et projets dans les domaines de l'économie bleue, l'économie verte et la lutte contre les changements climatiques. Par la suite, Sa Majesté le roi Mohamed VI a posé pour une photo de famille avec les chefs d'État et de gouvernement participant à ce sommet. Outre le Royaume du Maroc, le sommet de Brazzaville réunit les chefs d'État et de gouvernement de 15 pays. Angola, Cameroun, République centrafricaine, République du Congo, République démocratique du Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Kenya, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Tchad, Zambie, Niger, Guinée et Sénégal, ainsi que le président de la Commission de l'Union africaine. La cérémonie d'ouverture a été notamment marquée par un important discours prononcé devant ce premier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission Climat et du Fonds bleu du bassin du Congo par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala moulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo, Monsieur le Président Paul Kagame, Président en exercice de l'Union africaine, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs. Je souhaiterais en premier lieu remercier notre auguste hôte, le Président de la République du Congo, Son Excellence Denis Sassou Nguesso, de nous avoir réunis ici au cœur de l'Afrique centrale autour d'un grand projet. Un projet fédérateur qui ouvre de belles perspectives pour le bassin du Congo, pour la région et pour notre continent. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Afrique s'est engagée dans la voie de la transformation.
de manière irréversible. Elle s'affirme chaque jour et elle se projette dans l'avenir avec confiance et sérénité. Mais, nous ne l'ignorons pas, les défis sont nombreux. Et le plus important aujourd'hui est sans doute d'associer le nécessaire développement de notre continent à un éveil des consciences écologiques. Notre réunion aujourd'hui sonne comme une urgence pour tous. Elle est capitale pour notre continent. Elle l'est également pour l'humanité tout entière, car elle est l'expression d'une prise de conscience collective des effets dévastateurs du réchauffement climatique pour la planète. Nous avons une responsabilité collective, la préservation de la biodiversité africaine. L'appauvrissement de ce patrimoine qui nous est commun engendre de lourdes conséquences sur la vie quotidienne des populations et nuit au développement socio-économique des communautés qui en dépendent. Au centre de cette préoccupation se trouve le bassin du Congo. Au niveau mondial, il est le second réservoir de carbone et le deuxième plus grand bassin fluvial, constituant ainsi une des plus grandes zones forestières et abritant plus de la moitié des espèces animales du continent. Il est par conséquent un régulateur de climat de la planète et fait de l'Afrique le deuxième poumon du monde. C'est ici et maintenant que se dessine l'avenir de ce patrimoine vital. Excellences, mesdames et messieurs, nous avons accordé une place de choix à l'Afrique lors de la COP22 qui s'est tenue à Marrakech en novembre 2016. Afin de conforter cette priorité, j'ai tenu à réunir en marge de la COP22 le premier sommet africain de l'action placé sous le sceau de la coémergence de l'Afrique. Soucieux de donner une orientation opérationnelle aux travaux du sommet, nous avons créé 3 commissions sous-régionales. La commission du Sahel, présidée par la République du Niger. La commission des États insulaires, présidée par la République des Seychelles. Et la commission du bassin du Congo, présidée par la République du Congo. Grâce au leadership du président Denis Sassou Nguesso, cette dernière commission a enregistré des progrès tangibles pour que se transforme en opportunité les défis climatiques que connaît la région. Plusieurs étapes ont été franchies depuis le sommet africain de l'action. À Oyo, en mars 2017, le Fonds bleu a été lancé. Son opérationnalisation a été conçue à Brazzaville en novembre 2017 et à Rabat en mars 2018. Sa mise en place a été accélérée lors d'une rencontre sur les termes de référence de l'étude de préfiguration du Fonds bleu. Tout au long de ce processus, le Royaume du Maroc s'est mobilisé et pour assurer la réussite de ce projet ambitieux, il a déployé l'expertise qu'il a acquise en matière de lutte contre les changements climatiques. Nous avons choisi de soutenir ce programme, car il est fondé sur un nouveau paradigme qui répond aux besoins présents et futurs. Il s'appuie en effet sur des programmes intégrés, inclusifs et solidaires de la nouvelle économie bleue et verte. Nous avons été confortés dans notre soutien par la dimension humaine placée au cœur du projet. En effet, l'adoption d'une approche inclusive et participative à l'égard des habitants de la région est essentielle. Excellences, mesdames et messieurs, mus par un esprit de fraternité et de solidarité africaine, nous sommes ici pour contribuer à créer une dynamique vertueuse. Le véritable enjeu est la sauvegarde et la valorisation d'un patrimoine africain précieux, le fleuve Congo. Nous avons ce devoir envers les 200 millions d'Africains et Africaines qui vivent dans ce bassin et envers notre continent. La mise en place du Fonds bleu doit s'accompagner de la mobilisation de tous les acteurs économiques et de la société civile pour que s'engagent des actions concrètes d'atténuation et d'adaptation et que soit garantie l'émergence d'un mode résilient de développement. Le financement de ce projet constitue le défi majeur à sa mise en œuvre. Nous devons ainsi innover et créer des mécanismes qui identifieront et mobiliseront les ressources financières. Il nous faut convaincre les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, publics ou privés. Le Fonds bleu entraînera nécessairement une dynamique positive, porteuse de projets capables de soutenir les économies des États membres. Je pense en particulier à l'amélioration des voies de navigation intérieure,
à l'aménagement des ports secondaires, au développement de la pêche durable, à la lutte contre la pollution des cours d'eau et au renforcement de l'irrigation dans la perspective de l'amélioration de la productivité agricole. Cette nouvelle économie de l'eau et autour de l'eau sera le moteur du développement. Excellences, Mesdames et Messieurs, au-delà des conséquences induites par les changements climatiques, les pénuries alimentaires et les baisses des réserves en eau risquent d'entraîner d'importantes migrations de population, de fragiliser les États et de favoriser la précarité. Comment admettre en effet que dans un continent qui dispose de plus de 5 000 milliards de mètres cubes d'eau dans ses nappes phréatiques, 320 millions d'Africains et d'Africaines n'ont pas accès à l'eau potable? Ce constat probant est d'autant plus alarmant que, si nous n'agissons pas dans les années à venir, le changement climatique conduira à une dégradation des terres et à une raréfaction des ressources en eau. Les 25 000 km² de voies navigables risquent alors l'ensablement et la pollution. Une mobilisation collective est capitale et ce sommet démontre qu'elle est possible. Excellences, Mesdames et Messieurs, relever le défi de la mise en valeur du bassin du fleuve du Congo, c'est créer une dynamique coopérative en faveur du développement durable, non seulement à l'échelle des pays riverains, mais également dans l'ensemble du continent. Si nous souhaitons protéger les deux poumons de la planète, ce défi doit devenir une ambition collective portée par l'Afrique et par le monde. Les ressources naturelles et écologiques de notre continent en font l'un des plus importants acteurs du monde. Et ces immenses bassins et fleuves recèlent une richesse inestimable, l'or bleu, l'eau. Devenue denrée rare, l'eau est l'objet de nombreuses convoitises. Soyons conscients de nos richesses, de notre capacité à innover et conjuguons nos énergies et notre courage. Non seulement nous relèverons l'ensemble des défis, mais nous ferons également la démonstration que des pays unis par un même rêve, une même vision, savent agir et se transcender pour qu'émerge un continent unifié, fier de ses identités et de ses racines, marchant vers le progrès. Excellences, Mesdames et Messieurs, dans notre construction de l'Afrique de demain, la préservation de l'environnement est la base de la coémergence de l'Afrique, le socle sur lequel sera bâtie la croissance économique inclusive du continent. Nous devons nous atteler ensemble à prendre en compte le réchauffement climatique, ses risques, et à transformer nos économies sur la base du développement durable. Notre présence ici aujourd'hui témoigne de notre détermination à placer ces questions au plus haut de nos préoccupations et de notre action. Nous sommes résolus à mettre en œuvre des initiatives concrètes susceptibles de préserver les droits des générations à venir. Le Royaume du Maroc œuvrera sans relâche et avec détermination pour la concrétisation des grands projets structurants de notre continent. Le défi écologique ne doit plus être perçu comme une menace, mais comme une priorité. C'est le sens de notre engagement commun aujourd'hui, un engagement placé sous les principes de la responsabilité partagée et de la solidarité panafricaine. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À Brazzaville, ce premier sommet des chefs d'État et de gouvernement d'une extrême importance intervient une année et demie après le lancement de cette initiative du Fonds bleu à l'occasion de la COP22 à Marrakech, avec l'objectif de mobiliser les bailleurs internationaux pour rendre opérationnel ce fonds pour la préservation du deuxième poumon écologique de la planète. Mohamed Elishkar. C'était lors du sommet africain de l'action à Marrakech, en marge de la COP22 en novembre 2016, que le Maroc s'était engagé à accompagner la mise en œuvre du Fonds bleu. Ce Fonds bleu
prend aujourd'hui forme avec ce premier sommet qui permet de passer à la phase décisive. Objectif, traduire en un ambitieux projet panafricain la protection et la promotion du bassin du Congo. C'est ici que l'opérationnalisation du Fonds bleu, lancée à la faveur de la rencontre tenue à Oyo en mars 2018, puise toute son importance. Son harmonie avec l'esprit de la COP22 n'en sera que mieux perçue, mieux articulée, plus pertinente. La mise en œuvre du Fonds bleu pour le bassin du Congo est pilotée par le Centre de compétences climatiques du Maroc, conformément aux décisions prises lors de la conférence de Brazzaville en octobre dernier. Conférence ministérielle de la communauté économique de l'État de l'Afrique centrale et des États de l'Afrique de l'Est. Le bassin du Congo constitue en effet, après l'Amazonie, le deuxième réservoir de carbone au monde. Un énorme écosystème qui souffre dangereusement des effets des changements climatiques en raison des émissions de gaz à effet de serre au plan mondial, d'où les multiples initiatives du Maroc pour l'Afrique. Il me revient également d'adresser mes félicitations à Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, dont la présidence de la COP22 à Marrakech a permis à l'Afrique de se doter de 3 instruments régionaux de lutte contre le changement climatique. Le rappel, la Commission du Sahel, la Commission des États insulaires et enfin la Commission du bassin du Congo qui nous réunit aujourd'hui. Le Maroc s'est mobilisé pour assurer la réussite de l'ambitieux projet d'opérationnalisation du Fonds bleu. Le Maroc met toute son expertise au service de ce projet panafricain qui vise la sauvegarde et la valorisation du bassin du Congo. Qu'il me soit donc permis de traduire particulièrement toute ma gratitude à Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, pour son engagement remarquable au bénéfice de la noble cause qui nous réunit en ces lieux et son appui à la Commission Climat Bassin du Congo. La participation du Royaume au plus haut niveau au premier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission Climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo constitue un nouveau témoignage de l'engagement du Royaume en faveur de l'émergence d'une Afrique qui porte son regard sur l'avenir et façonne son destin. À l'issue d'une séance à huis clos de ce premier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission Climat et du Fonds bleu du bassin du Congo, la séance de clôture du sommet a été marquée par la signature d'un protocole d'accord instituant la Commission Climat. Sa Majesté le roi Mohamed VI a été le premier signataire de ce protocole d'accord, instituant donc cette Commission Climat du bassin du Congo et du Fonds bleu du bassin du Congo. Le protocole d'accord a été également signé par les présidents d'Angola, d'Afrique centrale, du Congo, du Gabon, de Guinée équatoriale, du Rwanda et par le président de la Commission de l'Union africaine. Pour la République du Congo. À ce sommet, plusieurs chefs d'État et de gouvernement du continent prennent part. Je vous propose d'écouter ces témoignages exprimant le rôle de Sa Majesté le roi Mohamed VI dans la promotion de la cause climatique et ses enjeux en Afrique. Sa Majesté, comme d'habitude, je pense à un discours qui est toujours très orienté action, mais qui intègre une vision globale et une vision stratégique et des actions synergiques de l'Afrique. Je pense qu'il est dans son rôle de panafricaniste et dans son rôle aussi de grand champion du climat, tel que le Maroc d'ailleurs l'a prouvé sur ses initiatives majeures en matière d'énergie solaire, en matière également de lutte contre les changements climatiques. Et je salue cette position du roi. D'abord, me féliciter
de la présence historique de Sa Majesté le roi Mohamed VI ici à Brazzaville, qui montre par là d'abord son extrême implication dans les problématiques de l'environnement et de la recherche des solutions au dérèglement climatique, qui, de par son aura, son prestige et le poids économique et politique du Maroc, va contribuer, j'en suis convaincu, nous en sommes convaincus, à la réussite de cette recherche de financement, parce que la lutte contre le changement climatique coûte de l'argent, et je crois que Sa Majesté le Roi peut servir de catalyseur et d'aimant pour ces investissements et ces ressources qui sont attendues. Nous sommes très heureux d'abord que Sa Majesté soit présent ici à Brazzaville. Nous sommes très heureux qu'il puisse appuyer l'initiative de la Commission Bassin du Congo qu'il a créée lui-même et aussi l'initiative du Fonds Bleu. Nous voyons bien l'engagement du Maroc qui apporte sa contribution à la mise, à l'opérationnalisation de ce Fonds Bleu. Nous ne pouvons qu'être heureux. Et là, aujourd'hui, il affiche encore son engagement et ça nous fait plaisir de voir que le roi nous accompagne la préservation des écosystèmes du bassin du Congo. Merci le roi Mohamed VI pour son engagement aux côtés des autres pays africains dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Déjà qu'il a organisé la COP 22 à Marrakech. Aujourd'hui, il est venu soutenir cette initiative du président Denis Sassou Nguesso sur le Fonds Bleu. Et nous apprécions à sa juste valeur cet engagement de ce digne fils d'Afrique qui, aujourd'hui, a promis accompagner le président Denis Sassou Nguesso dans la mise en œuvre de ce grand projet qui est le Fonds Bleu. Sa Majesté le Roi a donc pris part à ce sommet. Il est arrivé hier soir à Brazzaville, la capitale congolaise. À son arrivée, le souverain a été accueilli par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Lors de cette visite, le souverain est accompagné par une délégation officielle, composée notamment de conseillers de Sa Majesté le Roi et des membres du gouvernement. Nisré El Hamdawi. À sa descente d'avion à l'aéroport international Maya Maya de Brazzaville, Sa Majesté le Roi a été accueilli par le président de la République du Congo, son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso. Le souverain et le chef de l'État congolais ont par la suite gagné la tribune d'honneur pour saluer les couleurs nationales avant de passer en revue un détachement d'honneur de la garde républicaine. Ce déplacement royal intervient dans le cadre de la participation de Sa Majesté le Roi au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission Climat et du Fonds Bleu du bassin du Congo. Une rencontre de haut niveau qui vise notamment à collecter des ressources destinées à financer des programmes et projets dans les domaines de l'économie bleue, l'économie verte et la lutte contre les changements climatiques. Le souverain et le président congolais se sont dirigés vers le pavillon présidentiel où les deux chefs d'État ont posé pour une photo souvenir. Après un bref repos au pavillon présidentiel, le cortège officiel des deux chefs d'État s'est dirigé vers la résidence de Sa Majesté le Roi à Brazzaville, au milieu des vivas et des acclamations de citoyens congolais et de membres de la communauté marocaine établie au Congo, venus nombreux souhaiter la bienvenue au souverain en terre congolaise. Et je vous rappelle ce communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie, soulignant que Sa Majesté le Roi effectuera également une visite de travail et d'amitié en République du Congo, au cours de laquelle le souverain et son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, auront des entretiens bilatéraux. Sa Majesté le Roi présidera également à la cérémonie de signature de convention entre le Royaume du Maroc et la République du Congo. Place maintenant au rappel des activités royales marquant la semaine qui s'achève, et c'est avec Mohamed El Ishkar. Mardi, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a bien voulu honorer par une visite la Direction Générale de la Surveillance du Territoire National, la DGST.
Sa Majesté le Roi s'est informé ainsi sur des unités du groupe d'intervention rapide relevant de la DGST. Le souverain a passé en revue les équipements, les véhicules et les moyens logistiques utilisés dans les opérations d'intervention pour faire face aux dangers de la menace terroriste et aux différentes formes du crime organisé, y compris le crime transfrontalier. Le souverain a procédé à l'inauguration du nouvel institut de formation spécialisée et visité ses différentes composantes. Et des explications ont été fournies à Sa Majesté le Roi sur les nouvelles infrastructures inaugurées dans le cadre de la vision royale pour la modernisation du service public sécuritaire et le renforcement des principes de la nouvelle gouvernance sécuritaire, dont le Bureau central d'investigation judiciaire, le projet de construction du laboratoire d'analyse médicale, des fonctionnaires de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire national en cours de construction à Riyad et des projets structurants réalisés au niveau de la DGSN, notamment la construction du nouveau siège de la Brigade nationale de la police judiciaire et du laboratoire national de la police scientifique ainsi que des services de la police à Casablanca, à savoir un complexe sécuritaire intégré comportant 2 bâtiments de 5 étages. Et toujours lors de cette visite à la DGST, Sa Majesté le Roi Mohammed VI s'est informé des activités des directions centrales d'opération, notamment celles chargées de la lutte contre l'extrémisme, le terrorisme et les différentes formes du crime organisé, et suivi des explications sur les méthodologies de travail et les techniques d'investigation et de renseignement qui permettent d'instaurer la paix dans sa conception la plus large, d'anticiper les dangers et de faire face aux défis qui menacent la sécurité du royaume et des citoyens. Jeudi, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a présidé au Palais Royal de Rabat une séance de travail dédiée à l'examen de l'avancement des projets d'énergie renouvelable portés par Mazen. Lors de cette séance, le président de Mazen a présenté à Sa Majesté le Roi les prévisions de mise en service des centrales solaires Nour au cours de cette année 2018, notamment Nour Ouarzazate 2 et Nour Ouarzazate 4, qui seront opérationnelles dès le mois de mai de cette année. Nour Ouarzazate 3 le sera au mois d'octobre et Nour L'Ayoun 1 et Nour Boujdour 2 seront quant à elles opérationnelles au cours du mois de juin de cette année. Le président de Mazen a également présenté le calendrier de lancement de la construction des premiers projets du programme éolien intégré, ainsi que le projet Nour photovoltaïque 2, portant sur une capacité de plus de 800 MW. Et qui se déclinera sur plusieurs provinces, L'Ayoun, Boujdour, Taroudant, Khlad Sragna, Khourib Gal Haj, Ougarsif, Sidi Benour et Jrada, en complément des grands complexes solaires intégrés pour optimiser le mix technologique national et contribuer à un développement territorial plus élargi. À l'issue de cette réunion, Sa Majesté le Roi a marqué sa satisfaction quant à l'avancement enregistré à ce jour sur l'ensemble des composantes du plan national des énergies renouvelables et a donné ses hautes instructions pour maintenir et renforcer la mobilisation de l'ensemble des acteurs à l'effet de faire de ce secteur une véritable locomotive économique du royaume. Le 13e Salon international de l'agriculture de Meknes referme ses portes ce dimanche. Ce dernier jour a enregistré une grande affluence des visiteurs qui se sont laissés gagner par l'esprit de fête qui émane des alentours de ce salon, fréquenté cette année par 1,25 million de visiteurs. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux à Meknes, Amin Cherkaoui et Nisrina Oustar. Les visiteurs ont massivement afflué au Siam pendant ces dernières journées. Certains sont venus de très loin pour découvrir la richesse de nos terroirs. D'autres sont ici pour se renseigner sur les nouveautés liées à leur métier. C'est la première fois que je visite ce salon. J'ai une petite société. Je suis intéressé par toutes les filières qui concernent l'énergie solaire. Je suis venu de Casablanca. C'est la première fois que je visite ce salon. Plusieurs amis m'ont dit que ça valait le détour. Nous visitons le salon chaque année et nous achetons beaucoup de produits locaux. J'y viens chaque année. Les produits locaux sont divers. Nous avons l'embarras du choix. Le pôle consacré à la logistique s'est transformé en un espace de divertissement pour enfants. Ces derniers ont assouvi leur curiosité grâce aux animations qui leur sont spécialement destinées. D'autres ont créé leurs propres jeux. J'ai apprécié les animaux que j'ai vus. J'ai adoré le cheval.
Je suis de Meknès, c'est la deuxième fois que je viens ici. C'est génial, j'y prends plaisir. J'ai vu les vaches et les moutons. Le salon est beau, je suis très heureux, j'ai pris beaucoup de photos. Le Siam enregistre à chaque édition des records d'affluence. Plus d'1 million de personnes l'ont visité cette année. Cette grand-messe agricole bénéficie aujourd'hui d'un rayonnement dépassant nos frontières et celles du continent africain. C'était l'événement cinématographique en marge du 22e printemps des livres et des arts de Tanger. Et on le doit à la présence de l'un des journalistes les plus célèbres du quotidien français Libération, où il a officié durant plus de 30 ans, Gérard Lefort, qui a véritablement influencé toute une génération de lecteurs par la pertinence de ses écrits. Il était donc convié à la Cinémathèque de la ville du Détroit, qui lui a confié à cette occasion une carte blanche. Adna El Harras, Hayat Fakhri, Dominique Orlando. Bienvenue à la Cinémathèque de Tanger. Nous sommes donc à la Cinémathèque de Tanger, autrement dit au Cinéma Rif, sur la grande place du 9 avril. Cela tombe plutôt bien car il se trouve que c'est la date du jour anniversaire de celui qui fait l'événement ce soir-là. Il s'agit du journaliste, critique de cinéma et écrivain monsieur Gérard Lefort, que tous s'accordent à reconnaître une écriture doublée d'une pensée remarquable. Quand la Cinémathèque a eu la gentillesse de me proposer une carte blanche, oui, j'étais tout simplement honoré, flatté, surpris, parce que c'est une vraie carte blanche. C'est-à-dire, on a discuté avec les gens de la Cinémathèque, qui font un travail formidable ici à Tanger, et je leur ai proposé 2 films. Et puis ils ont dit mais oui, bien sûr, on prend, on va les montrer, et puis vous viendrez en parler, vous viendrez les présenter. C'est une vraie invitation, quoi, vraiment. En l'occurrence, un splendide documentaire qui pourrait s'apparenter à une fiction réalisée au sein d'une famille nombreuse au beau milieu de la taïga sibérienne, à plus de 700 km du moindre village alentour. Il sera suivi par une fiction qui, à contrario, pourrait faire office de documentaire sur ces amours improbables, décelés par le réalisateur Pierre Créton à la lisière de la campagne française. J'aime bien que les films racontent une histoire, bien sûr, mais pas de manière classique, forcément classique ou très discursive, disons. Ça a orienté aussi mes choix. C'est-à-dire que j'ai envie qu'un film, oui, me bouscule vraiment, voire me conteste dans ce que je crois être. On est plusieurs choses à la fois, hein, sinon si on n'était qu'une seule chose, quelle tristesse. Et donc voilà, c'est des films qui me disent, mais tu n'es pas que ça, tu sais, tu pourrais être autre chose. Ah bon, très bien, et je prends ça. Le cinéma qui fut doublement à l'honneur lors de ce 22e printemps des livres et des arts de Tanger, avec la projection d'un étonnant documentaire sur l'engagement sans faille de l'écrivain français Jean Genet en faveur de la cause palestinienne et en faveur également de la dignité toujours bafouée en 1960 des Black Panthers américains. Devineront l'infamie d'une situation qu'un vocabulaire honnête ne sait restituer. C'est une course exclusivement féminine. Elle est de 8 km et a pour finalité de sensibiliser les femmes sur l'importance de la pratique sportive en tant que moyen d'intégration sociale et professionnelle. C'est la course de la victoire qui a repris ses quartiers ce matin à Rabat. Et l'on est à sa 11e édition et comme d'habitude, l'événement a réuni des femmes de tous les âges. Zakaria Mokimbillah. Le coup d'envoi de la course est donné au boulevard de la Victoire. Dans une ambiance conviviale, plus de 35 000 femmes venues des 4 coins du royaume prennent part à cette 11e édition. Loin de toute compétitivité, cette course vise à sensibiliser les femmes quant à l'importance de la pratique sportive en tant que moyen d'intégration sociale et professionnelle. C'est une belle compétition, cela nous incite à faire du sport. Il y a des jeunes et des moins jeunes, nous remercions les organisateurs. Nous souhaitons bonne chance en Maroc pour sa candidature à l'organisation du Mondial de football 2026. C'est magnifique que toutes les générations participent.
l'essentiel dans tous les cas, c'est de bouger. Le convoi traverse les principaux boulevards de la capitale et longe des monuments historiques de Rabat sur un parcours de 10 km. Au terme de la course, la présidente du spécial olympique, Laila Soumia Ouazzani, procède à la remise des prix aux athlètes qui ont décroché les meilleures places. Le titre de cette édition est revenu à Hanan Bajaoui. Aux courses précédentes, on parlait surtout en termes de chiffres, notamment le nombre de participantes. Cette édition s'assigne pour objectif de mettre en avant le rôle des femmes, pour valoriser à travers le sport la candidature du Maroc pour organiser le Mondial 2026. À cette occasion, un hommage a été rendu à Hasna Ben Hassi, ancienne championne du monde en salle du 1500 mètres, médaillée d'argent du 800 mètres au JO d'Athènes, ainsi qu'à Rachid Lebsir, médaillé d'argent du 1500 mètres au JO de Barcelone. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre. À 21h, l'info est de retour avec Nadia El Mouden. Au plaisir de vous retrouver demain.